Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à la première conférence scolaire de l'édition 2022 de la Semaine du cerveau. Cette semaine vise à promouvoir la recherche sur le cerveau et est organisée en Belgique par le Belgian Brain Council. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet dans ce début d'après-midi, permettez-moi de vous donner quelques indications pratiques. La séance va durer plus ou moins 1 heure et tout au long de cette séance, vous aurez la possibilité de poser vos questions, soit via le chat et les commentaires, soit via l'adresse mail science@uliège.be. Attention, il faut un S à science, donc je répète, science avec s@uliège.be. Nous relayerons les questions reçues par mail. Alors, nous vous demandons aussi justement de ne pas utiliser le chat pour des commentaires inutiles ou inappropriés. On vous demande vraiment de laisser uniquement vos questions dans les commentaires parce que sinon on peut rapidement se faire dépasser et des questions vont passer inaperçues. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à M. Balthazar, spécialiste de l'endocrinologie du comportement et directeur émérite d'un service de recherche du Giga Neurosciences. Dans le cadre de ses recherches, il a publié en 2010 un ouvrage qui a fait date et qui s'intitule « Biologie de l'homosexualité. On est homosexuel, on ne choisit pas de l'être ». Monsieur Balthazar a très aimablement accepté de nous parler aujourd'hui de la différenciation sexuelle du cerveau et du comportement. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente conférence. Je remercie encore une fois Monsieur Balthazar pour sa participation à cette semaine du cerveau. Merci beaucoup. Je crois que voilà, tout ça fonctionne. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et cette invitation à venir vous parler donc du livre que j'ai publié en 2019 et qui concernait la différenciation sexuelle du cerveau et qui était intitulé donc Quand le cerveau devient masculin. Alors, on va brièvement, parce que le temps est limité évidemment, mais vous pouvez toujours consulter l'ouvrage si ça vous intéresse. On va brièvement aborder 3 questions principales aujourd'hui. Tout d'abord, on va essayer d'évaluer de façon un peu plus précise et quantitative s'il y a vraiment des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes, et par ailleurs si ces différences ont un impact sur leur comportement, au pluriel. L'autre question sera évidemment de savoir si ces différences sont importantes, quelle est leur amplitude. Alors ça, évidemment, on aboutira à une réponse positive, vous vous en doutez bien, d'une éducation différentielle des garçons et des filles, ou plutôt de phénomènes biologiques qui se trouveraient au niveau de compositions génétiques différentes ou d'influences hormonales. On verra ce qu'il en est dans un moment. Et enfin, brièvement, on abordera la question de savoir si tout ceci a des conséquences pratiques. En effet, le type d'origine de ces différences peut avoir un impact relativement important au niveau de la société. Alors, on va donc commencer par parler un petit peu de l'origine de ces différences. Alors en fait, chez l'homme comme chez tous les mammifères, le sexe est déterminé par des chromosomes sexuels, donc qui sont XX chez la femme et chez toutes les femelles de mammifères et XY chez le mâle. Cela signifie bien entendu qu'il existe donc des gènes qui vont être différents ou différentiellement exprimés dans les deux sexes. Alors il y a sur Y un certain nombre de gènes qui sont uniquement mâles et qui donc ne seront pas exprimés chez les femelles. Par ailleurs, chez les femelles, il y a 2 X au lieu de 1 X, et donc il y a une double copie de certains gènes, et on estime qu'il y en a environ 350 qui sont surexprimés chez la femme par rapport à l'homme. Ce qui veut donc dire que dans toutes les cellules de l'organisme, que ce soit les cellules du foie, les cellules des muscles ou les cellules du cerveau, il y a environ 450 gènes qui s'expriment de façon différentielle chez l'homme et chez la femme. Tout ceci a bien entendu des conséquences importantes et induit des différences entre les sexes. Alors, si on s'intéresse tout d'abord au cerveau,
on a pu montrer maintenant, la recherche relativement récente a pu montrer qu'il existe donc des différences dans toute une série de caractéristiques qui concernent le volume global, le volume de groupes de neurones, la substance blanche, la substance grise, la connectivité, l'activité lors de tâches spécifiques, etc. Je n'aurai pas le temps d'entrer tous les détails, mais je vais vous donner, comme ce sera indiqué dans cette dia et dans toutes les autres qui seront similaires, un certain nombre d'exemples. Ce sont les cas qui sont donc indiqués en rouge. Alors, volume total du cerveau, ben, on a cru pendant longtemps, on sait depuis longtemps que la taille du cerveau est légèrement plus grande chez l'homme que chez la femme. Mais on dit très souvent dans les magazines populaires que cette différence s'explique par la différence de taille moyenne et que si on corrige pour la différence de taille, il n'y a pas de différence au total. Bon, en fait, ce n'est pas exactement vrai, puisque vous avez ici la courbe moyenne, donc la droite moyenne de régression qui lie la taille du cerveau, la masse du cerveau à la taille corporelle, chez la femme comme chez l'homme. Et vous voyez que pour une taille donnée, par exemple 1,70 m, ben, il reste une différence entre hommes et femmes, et c'est vrai pour toutes les tailles humaines. Et donc il y a environ 100 grammes de cerveau en plus chez l'homme que chez la femme, ce qui ne veut pas dire bien entendu que l'homme est plus intelligent que la femme, parce qu'on ne peut pas lier le volume du cerveau de façon très directe à un coefficient d'intelligence ou à toute autre variable d'ailleurs. Bon, Einstein avait un tout petit cerveau, mais ceci étant, il y a une différence qui est présente à ce niveau-là. Et cette différence se répercute dans des structures plus fines qui peuvent être étudiées par des analyses histologiques, donc en coupant les cerveaux et en les examinant au microscope. J'ai juste repris un exemple ici, qui est un des premiers qui a été identifié en 1995. Donc, ça concerne un noyau qui est situé juste de façon dorsale par rapport à la commissure antérieure, mais ça n'est pas important. C'est un noyau qui est impliqué dans le contrôle de la reproduction chez l'animal et probablement aussi chez l'homme. Et on peut voir que si on colore ce noyau avec un peptide qui est le VIP, mais ça n'a pas d'importance non plus, on voit que ce noyau est beaucoup plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Par ailleurs, ça, c'était des études qui étaient réalisées au microscope, mais on peut depuis quelques années, enfin une vingtaine d'années maintenant, utiliser des techniques d'imagerie qui permettent de voir le cerveau de personnes vivantes et personnes en activité. Et une de ces sous-techniques consiste en fait à analyser les connexions, permet en fait d'analyser les connexions entre différentes régions du cerveau. Et vous voyez ici une reconstitution de ces connexions qui sont donc extrêmement complexes. Si on fait ces études chez l'homme et chez la femme, on se rend compte qu'en moyenne, il y a une organisation des connexions du cerveau qui est différente chez hommes et chez femmes. Alors, comme ces techniques peuvent être mises en œuvre chez des personnes vivantes, évidemment, on peut bien entendu obtenir un beaucoup plus grand nombre de sujets d'expérience et de sujets d'observation. Vous voyez, l'étude qui est ici résume en fait des données qui ont été collectées sur 428 hommes et 521 femmes, donc c'est une étude extrêmement importante. Et on a pu montrer une des conclusions principales de cette étude, il y avait beaucoup de détails évidemment, mais une des conclusions principales de cette étude était que chez les hommes, on observait très majoritairement des connexions antéro-postérieures dans le cerveau. Donc l'avant du cerveau est ici, l'arrière du cerveau est là. On a une connexion antéro-postérieure qu'on voit ici en vue latérale comme ceci. Alors que chez la femme, on observait majoritairement des connexions latérales, donc entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. C'est ce que vous voyez ici, illustré en orange. Il est bien entendu que ce ne sont pas des différences exclusives, ce n'est pas des différences qualitatives, c'est des préférences, et il y a toujours un recouvrement entre les données observées chez l'homme et les données observées chez la femme, mais ceci étant, à la moyenne, on a des différences qui sont relativement importantes. Il faut par ailleurs noter que le cerveau est l'objet d'un certain nombre de maladies, évidemment il y a pas mal de pathologies du système nerveux central, et on a pu observer que toutes ces maladies sont sexuellement différenciées. Et par là, j'entends donc que les maladies affectent préférentiellement les hommes ou les femmes. J'ai repris ici 2-3 exemples à titre indicatif. Vous voyez que, par exemple, l'anorexie nerveuse est une maladie qui concerne essentiellement les femmes. On observe 93 femmes qui sont affectées de cette maladie pour 7 hommes seulement. Alors, on peut se dire évidemment que cette différence
est le résultat d'influences sociétales importantes, puisque les femmes sont soumises à une pression de maintenir une taille corporelle, une masse corporelle beaucoup plus faible que l'homme, etc. Et on pourrait imaginer que cette différence n'est que le résultat des injonctions de la mode, mais on retrouve des différences du même type. Si on analyse par exemple les cas de puberté précoce, qui concernent 9 filles pour un garçon, les atteintes de la maladie d'Alzheimer qui préférentiellement vont atteindre les femmes, encore que là les données sont assez complexes parce qu'il faut distinguer l'importance de la maladie et l'âge de première apparition, etc. Mais en fait, essentiellement, c'est une maladie féminine, alors que par contraste, l'autisme affecte préférentiellement les garçons. Il en va de même de la dyslexie et des syndromes Gilles de la Tourette, qui sont des syndromes caractérisés par des tics compulsifs qui affectent les gens. Alors, ce que je vous montre ici, c'est des exemples, mais en fait, on peut reprendre toutes les maladies qui affectent le système nerveux central, et elles sont toutes soit préférentiellement masculines, soit préférentiellement féminines. Si on entre maintenant dans le domaine du comportement, là, la situation devient extrêmement complexe parce que le comportement, il n'est pas figé une fois pour toutes. Donc, les observations qu'on fait dépendent bien évidemment du moment où elles vont être faites, des circonstances dans lesquelles elles vont être faites. Mais ceci étant, on a pu démontrer qu'à la moyenne, il existe des différences d'aptitude entre hommes et femmes qui sont extrêmement variées et qui concernent donc différentes caractéristiques qui sont listées ici. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, et je vous présenterai simplement 3 exemples donc, qui montrent des différences relativement bien caractérisées au niveau comportemental entre hommes et femmes. Alors, premier exemple que je vais vous donner, ça concerne les enfants, c'est le type de dessin que vont présenter, que vont réaliser spontanément des enfants si on leur donne une boîte de crayons de couleur et du papier. Alors ça, c'est des études qui sont faites à l'âge de 5-6 ans. Et on remarque que les garçons et les filles vont en moyenne réaliser des dessins qui sont relativement différents. Très souvent, les garçons dessineront des objets mobiles, style voiture, etc., des ballons. Les filles vont dessiner des personnages, des soleils, des papillons, des fleurs, etc. Alors, les 2 exemples qui sont ici ont l'air évidemment d'être une anecdote, mais si on fait une étude quantitative du phénomène, on se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment largement distribué. Donc, vous avez ici une dia qui est en anglais, mais en fait, ce n'est pas très difficile à comprendre. Donc, on reprend ici le type de dessin qui sont réalisés par des enfants donc à l'âge de 5-6 ans. Vous voyez que les objets mobiles, style véhicule, train, avion, sont représentés dans 92% des dessins réalisés par des garçons, mais seulement dans 4% des dessins réalisés par les filles. À l'inverse, les filles dessineront des personnages dans 96% de leurs dessins, alors que les garçons ne le feront que dans 26%. Si on reprend les fleurs, on retrouve une différence qui est un peu moins marquée, mais de nouveau, on a 7% versus 57%, les papillons 3 versus 23, etc. Donc, on a donc des différences relativement marquées dans le type de dessin que vont réaliser les petits-enfants. De même, les petits-enfants des 2 sexes jouent avec des jouets différents, c'est tout à fait bien connu évidemment. Les garçons vont utiliser préférentiellement des ballons, des voitures, des trains, des armes éventuellement. Les filles vont utiliser des poupées, des dinettes, des choses comme ça. Et évidemment, tout le monde pense dans le grand public que ces différences sont liées à l'éducation. Les parents offrent ces jouets et les enfants les utilisent donc de façon différentielle. Ceci dit, quand on donne le choix libre aux enfants entre 20 jouets différents, ces différences réapparaissent. Ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que ce type de différence apparaît également chez des singes. Et là, on a 2 expériences indépendantes réalisées dans des laboratoires différents sur des espèces de singes différentes. Et on voit que les jeunes mâles qui ont été mis en présence de toute une série d'objets qui pouvaient être utilisés pour des manipulations ont choisi préférentiellement des objets mobiles, style la voiture de police ici, alors que les femelles avaient choisi des peluches et des poupées. On voit ici une femelle qui est en train d'essayer dépouiller sa poupée, le mâle est en train de jouer avec une voiture. Alors, c'est pas parce qu'il est écrit police sur la voiture, évidemment, que le mâle a choisi ça, mais c'est parce que ça permet un type d'activité un peu différente, des activités plus mobiles, plus actives, alors que les femelles sont plus dans des activités de style relationnel. On sait également que les hommes sont plus agressifs que les femmes.
Alors, c'est une différence qui n'est pas absolue, évidemment. Il y a des femmes très agressives et des hommes qui ne le sont pas. Ceci étant, quand on regarde au niveau de la société en général, on se rend compte que le nombre de personnes qui sont incarcérées, donc qui sont mises en prison pour des actes violents, contient très largement des hommes par rapport aux femmes. Alors, vous avez ici une statistique, je n'ai pas pu reprendre tous les pays, mais vous avez une statistique de 221 pays où on a donc le pourcentage de femelles emprisonnées, de femmes qui sont mises en prison pour des actes agressifs. Et vous voyez qu'on commence avec seulement 20% de femmes dans des pays commandeurs où évidemment la statistique n'est pas très représentative puisque c'est des tout petits pays. Mais on descend très rapidement à partir du 12e pays à 10%, c'est en Guyane française. Et puis on est en dessous de 10% pour tous les pays qui suivent. Alors ici, on va jusqu'au 36e pays qui est la Hongrie, et puis on recommence au 169e qui est le Suriname, où on est à 2% de femmes pour 98% d'hommes, donc, et on termine avec San Marin avec 0%, une statistique qui aussi n'a pas beaucoup de signification, puisqu'on a un tout petit nombre d'individus. Mais on voit que dans tous les pays du monde, les personnes incarcérées pour actes violents sont majoritairement des hommes. Et donc, ça pourrait relever du fait que ces hommes sont effectivement plus agressifs que les femmes en moyenne. Alors, si on considère maintenant le domaine sexuel et le domaine de la reproduction, ben, il est bien évident aussi qu'à ce niveau-là, on a des différences entre hommes et femmes. Ces différences concernent bien évidemment les organes génitaux internes et externes, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer ça en détail. Concerne également la physiologie de la reproduction. Bon, la production d'ovules chez la femme est un phénomène cyclique, alors que chez l'homme, la production de spermatozoïdes se fait de façon continue. Et par ailleurs, on a aussi, on y pense moins souvent, mais des différences qui concernent l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Alors, un mot d'explication, l'orientation sexuelle, ben, c'est la propension qu'on a à être intéressé sexuellement par des hommes ou par des femmes. Et alors, on peut voir sur cette dia qui apparaît assez mal parce qu'on n'a pas le fond blanc, mais on peut voir que dans 80 à 90% des cas, les hommes sont sexuellement intéressés par les femmes et les femmes intéressées par les hommes. On dit qu'ils sont hétérosexuels. Donc, mais on a des petites proportions d'individus. Alors, selon les statistiques, ça varie entre 2, 4 et parfois 10% de personnes qui sont intéressées par des personnes sexuellement par des personnes du même sexe. Et donc, c'est ce qu'on appelle des homosexuels. Le fait, évidemment, que la grande majorité des personnes soient intéressées par les personnes du sexe opposé est une différence sexuelle. L'orientation sexuelle ne doit pas être confondue avec l'identité de genre. Donc ici, on parle plutôt du genre que pensent avoir les personnes. Donc les personnes sont convaincues d'avoir un genre masculin ou féminin, et ce, indépendamment de leur sexe génétique et de leur sexe gonadique, c'est-à-dire le sexe de leur gonade, testicule ou ovaire. Alors ce phénomène est évidemment beaucoup plus rare. Dans les statistiques classiques, on pensait qu'on avait de l'ordre de 1 à 10 000, 1 sur 30 000 personnes qui étaient impliquées par ce phénomène. Des statistiques plus récentes ont l'air de considérer que ce phénomène devient plus fréquent, et on parle maintenant de 1%, de 5%, voire de 10-12% d'adolescents, en tout cas, qui ne seraient pas à l'aise avec leur genre. On parle de dysphorie de genre. Il faut voir évidemment si on classe là-dedans les mêmes niveaux de gravité, les mêmes niveaux d'insatisfaction, etc. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'identité de genre est également quelque chose de sexuellement différencié, puisque la majorité des hommes, des personnes de sexe masculin, de sexe mâle, se pensent hommes, et la majorité des personnes de sexe féminin se pensent femmes. Donc, on a donc une collection de différences sexuelles, différences entre hommes et femmes, qui est très très vaste. Ça concerne donc la morphologie reproductive, ça concerne la physiologie de la reproduction, mais aussi la physiologie d'autres aspects du fonctionnement de l'organisme, comme par exemple le métabolisme au niveau du foie. Ça concerne la structure du cerveau, ça concerne les pathologies nerveuses, les aptitudes cognitives et le comportement reproducteur. Donc tout ça est relativement bien établi, même s'il y a des recouvrements donc, entre les distributions dans les deux sexes, il y a à la moyenne des différences qui sont relativement importantes. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si tout ça
est le reflet de la biologie, c'est-à-dire le reflet d'hormones, l'action d'hormones, l'action de gènes, ou de l'éducation, des interactions avec les pairs, etc. Et là, la question est beaucoup plus difficile parce qu'on ne peut pas, dans l'espèce humaine, faire d'expérimentation. Alors, donc voilà là, cette question qui est reposée ici à nouveau. Donc, est-ce que toutes ces différences sont le résultat de gènes différents? Et je vous ai dit qu'il y avait des gènes exprimés différentiellement dans les deux sexes. Est-ce que c'est le résultat de l'exposition des hormones pendant la vie précoce à l'âge adulte? Ou est-ce que c'est le résultat de la socialisation qui est différente? Comme on ne peut pas faire d'expérience chez l'homme, évidemment, on est obligé de se replier sur d'autres techniques pour étudier cette question. Alors, une première technique consiste à analyser des cas cliniques en clinique humaine, c'est-à-dire essayer de voir si les individus qui sont soumis pour des raisons de maladie à des perturbations hormonales, à des perturbations génétiques, ont des caractéristiques sexuellement différenciées qui sont un peu différentes. Une autre approche consiste à essayer de relier une caractéristique dont on veut savoir quelle est son origine à d'autres caractéristiques dont on sait quelle est l'origine. Si on sait par exemple que la testostérone affecte une caractéristique donnée, ben, si une autre caractéristique, l'agressivité par exemple, est liée à la testostérone, ben, on aura des raisons de penser que cette corrélation soutient peut-être un lien causal et que donc il y a un effet de la testostérone à ce niveau-là. Mais tout ceci, ça ne sera que des corrélations, et si on veut interpréter ces corrélations, on est obligé évidemment de faire des études causales, et celles-là sont uniquement possibles chez l'animal. Chez l'animal, on peut bien entendu manipuler les hormones, on peut également manipuler les gènes maintenant qu'on a des techniques de génie génétique extrêmement sophistiquées, et voir quelles sont les conséquences au niveau des différences sexuelles qui sont présentes chez les individus. Alors, je vais donc maintenant vous parler un petit peu de ces approches qu'on réalise chez l'animal et on repassera ensuite à ce qu'on peut en tirer au niveau de l'interprétation des différences qui sont observées dans l'espèce humaine. Alors, le modèle, bon, il y a des tas de modèles d'études qui permettent d'approcher cette question, mais le modèle le mieux établi et pour lequel on a le plus de données concerne le comportement sexuel du rat, qui lui est extrêmement différencié entre mâle et femelle. Donc, si vous mettez dans des conditions de laboratoire un rat mâle avec un rat femelle et que vous les laissez interagir librement, le rat mâle va commencer par faire des investigations olfactives de la région anogénitale de la femelle. La femelle émet toute une série d'odeurs qui varient en fonction du stade du cycle où elle se trouve, et ces odeurs vont permettre au mâle de savoir si la femelle est réceptive et si elle va donc accepter l'accouplement, ou si au contraire, elle n'est pas réceptive du tout et va essayer de se défendre et de mordre le mâle en réponse à ces approches. Si la femelle est réceptive, le mâle va pouvoir la monter. Celle-ci va alors adopter une position qu'on appelle la lordose, où elle courbe l'échine du dos et relève l'arrière-train qui va permettre donc l'accouplement. Et enfin, l'accouplement va se produire. Donc, les actions réalisées par la femelle fait aussi d'autres choses qui sont de se positionner face au mâle, se déplacer légèrement par petits sauts face au mâle, faire des vibrations d'oreilles, etc., qui vont indiquer au mâle qu'elle est réceptive. Donc le mâle et la femelle font des choses extrêmement différentes en fonction de leur sexe. Alors, quelle est l'origine de ces différences? On a pensé pendant très très longtemps que ces différences étaient liées aux différences d'état hormonal à l'âge adulte. Le mâle, en fait, a des testicules qui sécrètent de la testostérone, la femelle a des ovaires qui sécrètent de l'œstradiol et puis de la progestérone en séquence. Et donc, on pensait que ces différences étaient liées au fait que les animaux étaient exposés à des hormones différentes à l'âge adulte. Alors, ces hormones, on sait qu'elles activent les comportements. Si vous castrez les animaux, c'est-à-dire si vous enlevez les testicules aux mâles et vous enlevez les ovaires aux femelles, tous ces comportements disparaissent et ils réapparaîtront après injection ou traitement avec les hormones appropriées. Ceci étant, ils réapparaîtront de façon qui n'est pas équivalente. Donc, je vous présente ici de façon schématique ce qui va se passer si vous faites cette expérience sur des animaux mâles ou femelles qui ont été laissés se développer de façon complètement indépendante, donc sans aucune manipulation. Donc ces animaux, vous les prenez à la naissance, vous les laissez grandir jusqu'à l'âge adulte, vous leur enlevez
ce qu'on appelle leurs gonades, c'est-à-dire les testicules chez le mâle et les ovaires chez la femelle. Et puis vous traitez ces animaux avec de la testostérone, la même dose de testostérone chez mâle et chez femelle. Et vous vous rendez compte que le mâle va, lui, commencer à refaire, à reproduire tous ces comportements que je vous ai décrits dans la dia précédente, mais ces comportements n'apparaîtront jamais chez la femelle. Et vous pouvez augmenter la dose de testostérone qui était déjà efficace chez le mâle, vous pouvez l'augmenter de 5 fois ou de 10 fois et ça n'y fera rien, la femelle ne montrera pas ces comportements. Vous pouvez arrêter les traitements hormonaux et 15 jours plus tard, vous reprenez des traitements hormonaux, mais maintenant vous traitez les animaux avec de l'œstradiol, symbolisé ici par 2, en séquence avec de la progestérone, sont les hormones qui, normalement, au cours du cycle reproducteur, vont induire les comportements de la femelle. Et effectivement, un traitement adéquat, on connaît maintenant très bien le régime hormonal qu'il faut appliquer, un traitement adéquat avec de l'œstradiol et de la progestérone va induire les comportements de type femelle chez les femelles, mais ne les induira pas chez le mâle. Et donc, ce n'est pas les hormones qui sont présentes à l'âge adulte qui induisent les différences comportementales, c'est quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est le sexe du cerveau. Mais le sexe du cerveau n'est pas une conséquence directe de l'influence génétique sur le cerveau. Il se produit en fait via une action hormonale, mais qui se développe, qui se produit pendant le développement embryonnaire précoce et le début de la vie postnatale. Donc, en fait, ces effets se produisent largement dans la dernière semaine qui précède la naissance chez le rat et la première semaine qui va la suivre. Et si vous prenez donc des jeunes ratons femelles, donc de sexe génétique femelle, et que vous les traitez avec de la testostérone pendant cette période clé qui entoure la naissance, donc, vous allez vous retrouver à l'âge adulte avec une femelle qu'on dira masculinisée, parce que cette femelle est maintenant capable de montrer du comportement de type mâle, comme un vrai mâle, en présence de testostérone, mais elle est devenue incapable de montrer les comportements de type femelle en réponse à l'œstradiol et progestérone. Et inversement, si vous prenez un jeune raton mâle et que vous le castrez à la naissance, donc vous le privez de sa testostérone, ce mâle ne sera plus masculinisé, donc ce sera un mâle non masculinisé, et ce mâle donc sera incapable à l'âge adulte de montrer les comportements de type masculin, de type mâle, en réponse à la testostérone, mais il montrera les comportements de type femelle en réponse à la testostérone. Donc il a la même réponse qu'une femelle, alors que cette femelle masculinisée a la même réponse qu'un mâle. On voit donc que c'est l'influence hormonale qui est la conséquence évidemment du sexe génétique qui va induire ces différences de réponse du cerveau à un même traitement hormonal à l'âge adulte. Ça, c'est extrêmement important et ça permet donc de proposer un modèle qui a été initialement proposé pour des caractéristiques morphologiques, mais qui s'étend également aux caractéristiques comportementales. Donc, ça a été proposé initialement par Alfred Jost dans les années 1950. Alfred Jost est un chercheur français qui travaillait au Collège de France. Et il a donc proposé, et c'est un modèle qui tient encore à l'heure actuelle, que le sexe génétique, donc le fait d'avoir des chromosomes XX ou XY, va induire le sexe des gonades, donc le sexe de ce qu'on appelle les gonades, c'est-à-dire les ovaires ou les testicules. On sait en fait, on a pu montrer maintenant de façon tout à fait claire que sur le chromosome Y, il y a un gène bien précis qui induit la formation d'un testicule. En l'absence de ce gène, on a développement d'un ovaire. En présence de ce gène, on a développement d'un testicule. Ce testicule va, lui, pendant la vie embryonnaire et pendant la vie postnatale, sécréter des hormones, et notamment de la testostérone. Et c'est cette testostérone qui va induire le sexe phénotypique. Alors, ce qu'on appelle phénotypique, c'est ce qu'on voit. Le phénotype, c'est ce qu'on voit d'un individu. Son génotype, c'est sa structure génétique. Son phénotype, c'est ce qu'on voit à l'âge adulte. Et donc, vous allez avoir un sexe qui sera un sexe masculin ou un sexe féminin, pour ce qui concerne donc la réponse aux hormones, qui est donc la résultante d'un effet indirect de la composition génétique de l'individu qui induit le sexe de la gonade, qui induit les hormones, qui agissent pendant la vie périnatale, donc autour de la naissance, pour induire les caractéristiques comportementales de l'adulte. Et ceci vaut aussi bien pour le type de comportement qui sera montré, donc c'est les dias que je vous ai montrés juste avant, le comportement de type mâle ou de type femelle, mais ça vaut également pour le choix des individus, pour le sexe des individus,
vers lesquels ce comportement sera montré. Donc, est-ce que le mâle montrera des comportements vis-à-vis d'une femelle ou vis-à-vis d'un autre mâle, et inversement, la femelle montrera-t-elle des comportements vis-à-vis d'un mâle ou d'une autre femelle. Alors, tout ceci étant établi chez l'animal, on peut maintenant se demander si tout ce mécanisme a aussi une pertinence au niveau humain, évidemment. Et la réponse est bien évidemment oui, sinon je ne serais pas là pour essayer de vous l'expliquer. En fait, on sait très clairement que c'est le cas au niveau des structures génitales. En effet, les structures génitales du mâle et de la femelle, du garçon et de la petite fille, se développent pendant la vie embryonnaire sous l'influence de la testostérone. Alors, au tout début de la croissance, les structures génitales sont indifférenciées, donc il y a un tubercule génital, il y a des replis génitaux, vous voyez ici, et ici on voit l'anus. Donc ça, c'est la structure qui est décrite ici et qu'on voit chez un embryon de 6 semaines environ, donc un tubercule génital, une ouverture, des replis génitaux et l'anus derrière. En présence de testostérone, ces structures vont se modifier, le tubercule génital va grandir pour former le pénis, et les replis génitaux vont se souder progressivement pour former le scrotum, les bourses dans lesquelles les testicules pourront descendre ultérieurement. En l'absence de testostérone, ces phénomènes ne se produiront pas et le tubercule génital se développera en clitoris et les replis génitaux donc formeront les petites et les grandes lèvres. Alors, comment est-ce qu'on sait que tout ça est induit par la testostérone embryonnaire? D'abord, on peut l'étudier chez le rat ou chez la souris et montrer que quand on enlève la testostérone, qu'on remet de la testostérone, on change à volonté les structures génitales. Mais on a également, dans l'espèce humaine, un certain nombre de maladies qui vont affecter la testostérone pendant la vie prénatale et qui vont donc affecter les structures génitales. Alors, 2 cas valent la peine d'être mentionnés ici. D'abord, ce qu'on appelle les filles avec une hyperplasie congénitale des glandes surrénales. C'est un nom compliqué. Les glandes surrénales, c'est des petites glandes qui sont au-dessus des testicules ou des ovaires et qui sécrètent les hormones qu'on appelle les corticoïdes et l'aldostérone. Donc, c'est les hormones qui sont impliquées dans la gestion du stress et dans la gestion de l'équilibre minéral. Il existe une mutation, même plusieurs mutations, qui modifient le fonctionnement de ces glandes et au lieu de commencer à sécréter de la corticostérone, du cortisol et de l'aldostérone, elles vont se mettre à sécréter de la testostérone, des produits qui y ressemblent. Et ces filles donc, qui sont exposées à trop de testostérone pendant la période embryonnaire vont développer des structures génitales qui seront masculinisées à des degrés variables en fonction de l'importance de l'exposition à la testostérone et qui naîtront éventuellement avec des structures génitales complètement masculines. Ceci étant, on s'en rend compte assez rapidement à la naissance parce que ces petites filles ont des problèmes métaboliques, etc. Et en général, on traite ces petites filles en bloquant ces sécrétions d'androgènes par des médicaments et on fait une correction chirurgicale de manière à ramener les structures génitales à quelque chose qui est plutôt féminin. Inversement, oui, et donc ces petites filles vont être élevées comme des filles, bien qu'elles ont été exposées à de la testostérone pendant la vie prénatale, et on va pouvoir se demander est-ce que cette exposition a eu un impact. Inversement, des filles qui se développent, mais qui ont une mutation du récepteur aux androgènes. Donc, le récepteur aux androgènes, c'est la molécule, c'est la protéine qui, dans les cellules, permet à la testostérone d'agir. Mais ces filles qui ont donc de la testostérone normalement, non, ces garçons, pardon, qui ont de la testostérone normalement, mais ou chez qui la testostérone ne peut pas agir, ces garçons vont naître avec des structures génitales qui sont complètement féminines. Alors, tout ça a également des conséquences au niveau comportemental. Alors, on pourrait en discuter évidemment très très longuement. Je vous montre juste quelques exemples. Donc ces cas d'hyperplasie congénitale des surrénales, donc des petites filles qui ont été exposées à de la testostérone pendant la vie embryonnaire, mais qui n'ont plus eu cette exposition en postnatal et qui ont été élevées socialement en tant que filles, on remarque que ces petites filles ont des dessins qui sont masculinisés à l'âge de 4-5 ans. Vous avez ici des exemples de dessins. Donc je vous ai déjà montré des dessins de garçons et des dessins de filles. Voilà des dessins de filles exposées à de la testostérone pendant la vie prénatale. Donc vous voyez que c'est
très largement de type masculin, c'est des mobiles, et ça utilise aussi des couleurs comme le bleu et des couleurs sombres, alors que les filles utilisent plutôt du jaune et de l'orange. Inversement, enfin inversement non, mais de façon complémentaire, si on regarde les jeux qui sont utilisés spontanément par des garçons et des filles, donc ça se fait en plaçant simplement les enfants devant une masse de jeux et en leur les laissant choisir ce qu'ils vont utiliser, ben, les filles qui sont des filles contrôle vont utiliser relativement peu des jouets de garçons, mais vont utiliser beaucoup des jouets dits de filles. Mais ces filles qui sont donc HCS, qui ont été exposées à trop d'androgènes, trop de testostérone pendant la vie embryonnaire, utiliseront beaucoup plus de jeux de garçons et beaucoup moins de jeux de filles. Il y a une autre série de caractéristiques, on va dire qui passe assez mal, mais une autre série de caractéristiques qui sont largement différenciées entre hommes et femmes, et c'est quelque chose qui a été étudié par Simon Baron-Cohen à l'université de Cambridge, et c'est ce qu'on appelle les aptitudes à l'empathie et les aptitudes à la systématisation. Alors l'empathie, c'est la capacité qu'ont les êtres humains, et certains animaux aussi d'ailleurs, à lire des émotions dans le visage d'autres personnes. Et c'est donc notamment, ça peut se quantifier par un test qui est celui qui est illustré ici brièvement. On passe à des sujets tests, des figures, des photos montrant les yeux d'une personne, et on leur demande quelle est l'émotion qui est exprimée par ces figures. La systématisation, c'est la tendance à pouvoir voir des patterns géométriques, des figures, des systèmes généralisés, etc., dans une image. Et par exemple, ici, la systématisation consisterait à essayer de voir si cette figure est enchâssée dans la figure qui est là-haut. Et vous voyez qu'en fait, elle est présente ici en vert. Si on ne met pas le surlignage en vert, ça devient beaucoup plus difficile à voir. Ces capacités, donc l'empathie et la systématisation, sont sexuellement différenciées. Ceci a été confirmé sur une étude qui concernait un demi-million de personnes humaines. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait net, même s'il y a des recouvrements, évidemment. Mais cette tendance à l'empathie et à la systématisation est, on le pense, influencée ou en tout cas largement corrélée au taux de testostérone embryonnaire. Donc je vous remontre ici tout d'abord l'empathie. Donc on a pu, chez certains enfants, certains embryons, on a dû, pour des raisons médicales, prélever du liquide amniotique et on a pu doser la testostérone dedans. On se rend compte que les points bleus, donc, si on regarde d'abord l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on voit que les points bleus, donc les garçons, ont en moyenne plus de testostérone que les filles, en rouge. Mais si on regarde l'axe vertical, on voit que les filles ont en moyenne plus d'empathie, réussissent mieux le test d'empathie que les garçons, même si évidemment il y a énormément de recouvrement et énormément de variabilité qui n'est pas expliquée par cette relation avec la testostérone. En fait, la relation avec la testostérone n'explique que 22% de la variance totale. Mais inversement, de façon très intéressante, si on s'intéresse maintenant à la systématisation, le test dans cette étude consistait à essayer de retrouver combien il y avait de triangles dans la poussette qui est dessinée ici. On revoit que, en moyenne, les points rouges, c'est-à-dire les filles, réussissent moins bien ce texte de repérage des figures que les garçons, les triangles bleus, et que ceci correspond à un taux de testostérone fœtal qui est plus faible chez les filles que chez les garçons. Et ici, la différence explique 48% de la variance. Donc, on a des différences qui sont à la moyenne tout à fait significatives, qui sont reliées à la testostérone prénatale. Et on a donc des raisons de penser que c'est cette testostérone prénatale qui a induit en partie la différence qui est observée, différence qui sera bien évidemment aussi amplifiée par l'éducation différentielle et les interactions différentielles qu'aura le jeune enfant avec son environnement. Alors, tout ceci donc pour vous dire qu'on a maintenant pas mal de données qui suggèrent, qui montrent même, à mon sens, que le milieu embryonnaire hormonal, le milieu hormonal embryonnaire, joue un rôle non négligeable dans le contrôle des différences sexuelles humaines et que ces différences sexuelles ne sont pas uniquement le résultat d'une éducation différentielle. Alors, tout ceci a-t-il des conséquences? 3 dias pour terminer. D'une part,
il faut bien insister sur le fait que les différences dont on a discuté aujourd'hui ont une amplitude limitée, évidemment. Il y a toujours un recouvrement entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes, et ces différences à la moyenne ne justifient donc pas d'une discrimination quelconque. Bon, même si l'aptitude à la systématisation et à la rotation tridimensionnelle, la capacité de repérer des figures dans l'espace, est meilleure en moyenne chez les garçons et chez les hommes que chez les filles, il y a des filles qui seront supérieures aux hommes pour cette caractéristique-là, et Claudie Aigneret, qui est l'astronaute française, s'y retrouvait très bien dans l'espace tridimensionnel, évidemment. Ceci dit, ces différences ne sont pas uniquement le résultat de l'éducation différentielle, et elles en résultent en partie, bien évidemment, mais elles sont aussi partiellement biologiques. Et cette partie biologique est probablement incompressible, sauf si on commence à jouer à l'apprenti sorcier, évidemment, et à injecter les embryons de testostérone, mais c'est tout à fait inadéquat et interdit d'un point de vue éthique. Alors, ça veut donc dire que peut-être une partie des différences qu'on voit dans la distribution des aptitudes, des intérêts dans la vie, des intérêts plus que des aptitudes d'ailleurs, des hommes et des femmes, s'explique peut-être en partie par la biologie. Je reprends ici un graphique qui vous donne la distribution des doctorats attribués en 2015, c'était aux États-Unis, où on se rend compte que les femmes en rouge, donc, obtiennent et s'inscrivent beaucoup plus dans les doctorats qui sont dans les sciences humaines et des relations avec l'autre, avec les personnes, comme les sciences de la santé, l'éducation, etc., alors qu'il y a une dominance bien connue des hommes dans les sciences de l'ingénieur, les sciences mathématiques, etc. Tout ça résulte très évidemment en partie de biais sociaux, de préjugés, etc., et du fait qu'on a tenté de dissuader les filles de s'engager dans les carrières mathématiques, par exemple, mais il y a peut-être une partie de cela qui est aussi biologique. Et évidemment, les hommes sont différents des femmes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs, évidemment. On devrait absolument plaider pour que tout le monde ait la possibilité de faire ce qu'il veut dans la vie, d'un point de vue boulot, d'un point de vue style de vie, mais il n'y a pas de degré de supériorité d'une activité par rapport à une autre. Autre conséquence pratique, c'est que l'orientation sexuelle et l'identité de genre, je n'ai pas eu le temps de vous en parler très en détail, mais ces caractéristiques sont largement déterminées par des mécanismes biologiques qui agissent pendant la vie prénatale. Alors, je vous ai brièvement dit que les hormones pouvaient jouer un rôle assez déterminant à ce niveau-là. On peut inverser les préférences sexuelles d'un rat mâle ou femelle à volonté en modifiant le milieu hormonal embryonnaire. On a aussi repéré des influences génétiques qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas totalement déterminantes, mais qui sont des influences statistiquement significatives tout de même. Il y a aussi des phénomènes immunologiques qui ont l'air et qui influencent l'orientation sexuelle des garçons. Tout ça ayant lieu pendant la vie embryonnaire ou la vie fœtale, c'est impossible à modifier après la naissance, évidemment. En particulier, c'est impossible à modifier à l'âge adulte. Et donc, toutes les tentatives de modification de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'ailleurs sont vouées à l'échec, et la solution rationnelle basée sur ce qu'on sait en biologie, c'est d'accepter les gens comme ils sont et d'organiser la société en fonction. Autre conséquence de ceci, c'est que les individus concernés ne sont pas responsables et les parents non plus. Ce n'est pas une éducation inappropriée qui a induit les enfants à être homosexuels ou à être transidentitaires ou transgenres. Et enfin, je vous ai dit qu'il y avait une différenciation sexuelle tout à fait importante des maladies qui affectent le système nerveux central, mais c'est aussi vrai pour des tas d'autres aspects de la physiologie. J'ai déjà mentionné brièvement le cas du métabolisme au niveau du foie. Et il est bien clair donc qu'il faudrait absolument que la recherche biomédicale s'intéresse à ces différences et réalise des études cliniques et précliniques qui soient séparés pour chacun des sexes de manière à mettre en place des traitements qui sont adaptés à chaque sexe. On sait par exemple que différents somnifères sont métabolisés de façon beaucoup plus lente par les femmes que par les hommes, et les posologies sont établies à partir d'études cliniques qui sont réalisées chez les hommes uniquement.
Et c'est tout à fait inapproprié. Et on se retrouve donc avec des femmes qui ont pris un somnifère la veille et qui, le matin, conduisent leur voiture dans un état de semi-somnambulisme. C'est tout à fait inadapté. Et on devrait donc absolument pousser à ce que la recherche biomédicale s'intéresse et étudie chaque sexe de façon spécifique. Madame Claudine Junien, qui est docteur elle-même, pousse, soutient cette demande de façon extrêmement vigoureuse depuis pas mal d'années maintenant. Voilà, je vais abandonner là. Si ceci est évidemment relativement schématique, si ça vous intéresse et vous voulez prolonger cet exposé, ben, il y a le cerveau, quand le cerveau devient masculin, qui a été publié en 2019, qui est tout à fait disponible et qui contient donc le thème de cet exposé plus en détail. Par ailleurs, comme ça a déjà été mentionné, j'avais publié en 2010 un bouquin qui s'intéresse plus spécifiquement aux bases biologiques de l'homosexualité et il vient d'être republié en 2021 sous un titre un peu différent, mais c'est exactement le même contenu, plus des informations, 20-30 pages de nouvelles informations qui ont été acquises dans l'intervalle. Si ça vous intéresse, donc vous pouvez retrouver ces bouquins en librairie, sur Amazon, et par ailleurs, la conférence que je viens de vous donner, des conférences similaires se trouvent sur ma chaîne YouTube et des informations complémentaires se retrouvent sur mon site web que vous pouvez retrouver donc à l'adresse bioneuro.ulgacbe, donc le site de l'Université de Liège, donc Bioneuro. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre aux questions s'il y en a. Je n'en ai pas encore vu dans le chat, mais ça va peut-être arriver. Merci bien. Alors, j'ai une première question qui apparaît. L'épigénétique entre-t-elle en compte dans l'étude du cerveau de la différenciation sexuelle? Homme-femme remet-elle en cause certaines théories déjà établies? Je pense que l'épigénétique ne remet pas en cause. Ce qui se passe, c'est qu'elle arrive à nous donner des informations complémentaires. Donc, en plus des différences génétiques qui sont présentes entre hommes et femmes, on sait maintenant que l'expression des gènes, donc la quantité de protéines et qui va être produite à partir d'un gène donné, va être modulée de façon relativement profonde par l'environnement, par les hormones, par les interactions avec le milieu. Alors, ces modifications peuvent être transitoires, mais elles peuvent aussi être permanentes et affecter pendant toute la vie le fonctionnement de l'individu. Donc l'épigénétique ajoute une couche de complexité à ces mécanismes qui différencient l'être humain. Les effets des hormones dont j'ai parlé, notamment, sont en partie induits par des effets épigénétiques, c'est-à-dire que les hormones pendant la vie embryonnaire vont modifier l'expression de toute une série de gènes et ce de façon permanente et irréversible. Merci pour la question, qui était une excellente question. Alors, par mail, dans les études, peut-on transposer de l'animal à l'homme? Bien évidemment, non. L'animal est extrêmement utile pour nous permettre de réaliser des études causales, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, les transpositions ne se font que mutatis mutandis. Il y a des choses qui sont tout à fait spécifiques d'une espèce animale donnée et qu'on ne retrouvera pas chez l'homme. Il y a des choses qu'on trouve chez l'homme et qu'on ne sait pas étudier chez l'animal, c'est notamment la question de l'identité de genre, puisqu'il est impossible de demander à un rat, bien évidemment, s'il se pense mâle ou femelle. Mais ceci étant, il y a aussi une unité de la vie, il y a une unité des mécanismes physiologiques de base entre les mammifères, les singes et nous. Et si un mécanisme assez fondamental se retrouve tant chez le rat que chez la souris, que chez le cochon d'Inde, que chez le lapin, que chez le singe rhésus et éventuellement chez le chimpanzé quand on a pu l'étudier, il y a de bonnes chances pour que ce mécanisme soit également présent chez l'homme, même s'il a été dans une certaine mesure modifié. Alors, j'ai les dessins dits spontanés à 5 ans ne sont-ils pas influencés par l'environnement, éducation, parents, société? Bien sûr, évidemment, ce n'est pas l'expérience parfaite, il faudrait faire des dessins au jour zéro de vie, mais ça c'est impossible. Il y a donc bien entendu déjà une influence. Maintenant, cette influence n'est pas consciente puisqu'on n'a jamais demandé spécifiquement aux petites filles de dessiner des personnages et des papillons. Ceci étant, on leur a offert des poupées, ce qui pourrait induire le phénomène. Alors, l'expérience n'est pas parfaite, il n'y a pas d'expérience parfaite dans l'espèce humaine. Ceci étant,
le fait que quand on a une petite fille qui a été exposée à trop de testostérone pendant la vie embryonnaire, ses dessins soient masculinisés, alors que les parents ont reçu comme instruction d'élever cette petite fille en fille et qu'elle a été élevée dans un milieu hormonal postnatal qui était féminin, suggère une influence prénatale. Mais c'est une suggestion. Il n'y a en fait aucune expérience, aucune étude parfaite dans l'espèce humaine. On peut juste reprendre des observations à différents endroits et en les mettant ensemble, espérer obtenir une conclusion et voir si cette conclusion confirme ou infirme ce qui a été observé chez l'animal. Ouais. Question reçue par mail 2. Les notions de genre sont aujourd'hui au cœur des débats de société. Cela en style vos recherches. Alors, en fait, moi, je suis un biologiste, hein, donc je travaille sur les différences sexuelles chez l'animal. Je n'ai jamais travaillé dans l'espèce humaine. Je n'en ai d'ailleurs pas le droit. Je ne suis ni psychologue ni médecin et je n'aurai pas le droit de faire d'expérience avec des personnes humaines. Maintenant, ceci influence évidemment ma réflexion. Le fait notamment que l'identité sexuelle et que les dysphories de genre, donc le nombre de personnes qui présentent une divergence entre leur identité de genre et leur sexe soit en augmentation importante, est extrêmement interpellant. Alors, ça peut être évidemment une question de facilité de la déclaration qui doit favoriser le phénomène éventuellement. Par ailleurs, il y a une inquiétude qui est générée par le fait que les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire toute une série de produits chimiques que nous libérons dans notre environnement, les perturbateurs endocriniens sont capables chez l'animal de modifier différents aspects de la différenciation sexuelle. Et on peut se demander si cette épidémie, entre guillemets, d'individus qui se pensent être transgenres n'est pas éventuellement liée à un effet de ces perturbateurs. Mais on n'a à l'heure actuelle aucune indication à ce sujet-là. Alors, j'ai la suivante. L'orientation sexuelle est déterminée avant la naissance. Pourquoi certaines personnes victimes, par exemple, d'abus sexuels d'enfants, peuvent avoir leur orientation modifiée, perturbée? Je pense que ces données qui suggèrent des effets des abus sexuels sur l'orientation sexuelle sont des anecdotes et ne peuvent pas être reprises dans une théorie globale. Il y a bien entendu des enfants qui ont été abusés et qui montreront une orientation homosexuelle, par exemple, mais je ne pense pas qu'on ait des données cliniques à l'heure actuelle qui démontrent un effet systématique de ce genre d'abus. Je pense que l'orientation sexuelle est probablement relativement fixée avant la naissance. Ceci étant, il est possible qu'il y ait des interactions avec des aspects de la vie postnatale, mais ces aspects n'ont pas été identifiés de façon claire. Et à mon sens, les abus sexuels ne font pas partie des phénomènes qui modifient de façon reproductible l'orientation sexuelle. Je crois qu'aucune étude ne permet de démontrer cela. Alors, j'en suis à question reçue par mail. Pouvez-vous nous partager votre parcours de chercheur? Comment, pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans ce domaine? Oui, alors en fait, donc mon parcours de chercheur, je démarre de la biologie. Je me suis intéressé au comportement animal. Du comportement animal, je suis passé au contrôle des hormones, au contrôle des comportements par les hormones, et puis aux effets des hormones sur le cerveau pour contrôler le comportement. Dans ce cadre, j'ai bien entendu étudié beaucoup les différences entre mâles et femelles, en utilisant différents modèles animaux qui pouvaient être des souris, mais qui ont été même plus souvent des oiseaux, des cailles ou des canaris. Maintenant, j'ai 50 ans de carrière scientifique derrière moi, et pendant ces 50 ans, j'ai assisté à environ 200 conférences sur le sujet, où j'ai rencontré des tas de gens qui étudiaient les mêmes phénomènes chez différents modèles animaux, mais également chez l'homme. Et j'ai pu discuter avec eux, confronter ce que eux voyaient dans l'espèce humaine et ce que je voyais dans les espèces animales et que d'autres voyaient dans les espèces animales. Et partant de là, j'ai développé cet intérêt pour l'application potentielle de ce qu'on connaît chez l'animal dans l'espèce humaine. C'est quelque chose qu'on demande en permanence aux chercheurs fondamentaux que je suis, c'est à quoi est-ce que ça peut bien servir tout ce que vous faites. En fait, ce à quoi ça peut servir, c'est essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans l'espèce humaine
pour le comprendre et pour essayer de l'intégrer dans la société d'une part, et d'autre part, ça peut avoir éventuellement des applications pratiques en élevage animal, par exemple, mais c'est un autre aspect, quoi. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce que la prématurité va influencer l'identité sexuelle par une imprégnation de testostérone moins importante? Excellente question à laquelle on n'a pas de réponse à ma connaissance. Ce qu'on sait, c'est que dans l'espèce humaine, bon, je vous ai expliqué comment ça se passait chez le rat, dans l'espèce humaine, on ne sait pas exactement quand ça se passe, mais il est clair que les embryons masculins ont un pic de testostérone pendant la fin de la vie prénatale. Après la naissance, il y a quelques jours de quiescence, donc quelques jours où le testicule est relativement inactif, et puis on voit se développer pendant 1, 2, 3 mois ce qu'on appelle une mini-puberté, c'est-à-dire que le petit garçon va avoir des testicules qui vont sécréter pas mal de testostérone, ce qu'on appelle la mini-puberté. Donc. Alors, est-ce que et on sait que cette mini-puberté joue un rôle dans le déterminisme d'un certain nombre de caractéristiques sexuellement différenciées, la taille du pénis notamment, des choses comme ça. Est-ce que une naissance prématurée va perturber ce profil endocrinien? Probablement oui. Quelle sera l'amplitude de ces conséquences? Je ne pense pas qu'on ait des données pour répondre à la question. Je suis désolé, il faudrait peut-être contacter un médecin pédiatre, endocrinologue. On en a une excellente à Liège qui s'appelle Anne-Simone Parent, qui donne de temps en temps des conférences sur des sujets similaires. Elle pourrait peut-être mieux répondre à la question, mais je pense que nous n'avons pas de réponse à cette question de façon précise. Alors, on en est. Est-ce que l'identité sexuelle peut être modifiée par la prise de pilule en début de grossesse si la mère ignore qu'elle est enceinte? Oui, j'ai eu la même question la dernière fois que j'ai présenté la conférence. La réponse est on ne sait pas, probablement non. Je crois qu'il n'y a pas trop à se tracasser parce que les doses d'hormones qui modulent la différenciation sexuelle sont des doses relativement importantes. Il faut savoir que le testicule embryonnaire sécrète des quantités de testostérone qui sont semblables, qui établissent des taux circulants semblables à ce qu'on observe chez l'adulte. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. La pilule, et en tout cas toutes les pilules actuelles, les pilules contraceptives actuelles, sont dosées de façon extrêmement légère et contiennent peu d'hormones. Alors il y a aussi une question de type d'hormones, évidemment. Je vous ai dit que la testostérone était le facteur différenciant. C'est en partie vrai chez le rat parce que la testostérone se modifie et se transforme dans le cerveau en œstradiol, donc l'hormone dite féminine, mais qui n'est pas si féminine que ça puisqu'elle est présente chez le mâle. Et c'est cet œstradiol qui crée la différenciation du cerveau chez le rat. Chez l'homme, par contre, il semblerait que ça soit uniquement la testostérone ou très majoritairement la testostérone qui soit impliquée dans la différenciation et que les œstrogènes, donc l'œstradiol qui est présent dans les pilules contraceptives, n'ait que peu ou pas d'effet. Donc, le fait que les pilules soient dosées de façon très très légère et qu'elles contiennent des œstrogènes ne devrait pas en principe avoir d'effet majeur. Mais c'est quasiment impossible à savoir puisqu'il faudrait pouvoir faire une statistique sur les caractéristiques sexuellement différenciées et en particulier l'identité sexuelle chez des femmes qui auraient par erreur pris la pilule pendant leurs premiers mois de grossesse. Vous vous rendez bien compte que ces cas sont rares, que l'identité sexuelle ne se révèle, enfin l'identité sexuelle peut se révéler relativement tôt, mais elle n'est vraiment stabilisée qu'à l'adolescence et donc tout ça est relativement difficile, évidemment. On n'a pas, de nouveau, on n'a pas les données. Il y a beaucoup des questions qui, chez l'homme, n'ont pas une réponse claire. On a des arguments de réponse, des éléments de réponse, mais on n'a pas une réponse claire. On a des réponses claires chez l'animal, encore pas pour toutes les questions. Peut-on mesurer l'imprégnation à la testostérone d'un embryon femelle? Oui et non. On peut évidemment faire une prise de sang à un embryon masculin ou féminin et doser la testostérone. Ça, c'est pas un problème. Les dosages sont hypersensibles maintenant. Il y a de la testostérone chez les femmes, chez les femelles, les embryons femelles, etc. Le problème, enfin, la difficulté, c'est que réaliser une prise de sang embryonnaire ou une prise de liquide amniotique chez un embryon
pour des raisons purement recherche scientifique, est interdit éthiquement. Une telle prise de sang ou de liquide amniotique est associée à une augmentation extrêmement légère du risque d'avortement. Cette augmentation est très très faible, mais elle est présente. Et donc, on ne fait de prélèvement chez les embryons et dans le liquide amniotique que pour des raisons médicales, quand il y a par exemple suspicion de trisomie ou quelque chose comme ça. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas faire cette expérience pour des raisons scientifiques pures, vous devez vous baser sur des prélèvements qui ont été réalisés pour d'autres raisons et puis essayer de recroiser avec des caractéristiques sexuellement différenciées. Si vous vous intéressez à l'identité sexuelle ou à l'orientation sexuelle, vous vous rendez bien compte que tout ça ne sera visible que 10-20 ans plus tard. Et donc, la liaison entre les deux bases de données est extrêmement difficile à faire et on n'a que très, très peu de données. Je vous ai montré des données de Simon Baron-Cohen, qui sont des données qui sont parmi les seules à avoir réalisé ce type de données pour relier le taux de testostérone circulant chez le fœtus à la systématisation ou à l'empathie. Je crois qu'on arrive au bout là. Voici donc à la fin de cette conférence. On vous remercie chaleureusement, Monsieur Balthazar, pour avoir pris la peine de participer à cette conférence, d'avoir pris le temps de répondre aux différentes questions. L'occasion aussi de remercier les participants pour leurs questions très intéressantes. Alors, ce mot de la fin aussi pour vous dire que la semaine du cerveau, cela continue. Ce soir, vous pouvez trouver un lien sur notre site web, je vais vous le partager après, pour une conférence de Boris Cyrulnik, Mémoire et cerveau. Jeudi après-midi à 13h30, on aura à nouveau une conférence scolaire. Alors, on parlera un peu de la relation entre le sport et le cerveau avec Boris Gidovstev. Et on terminera cette semaine spéciale vendredi en direct du CHU avec une dissection de cerveau en direct, une dissection réalisée par Rachel Franzen. Alors, si vous n'avez pas tout retenu, ce n'est pas grave. Tout est sur notre site web. Donc, vous pouvez aller sur www.réjouissance avec s.uliege.be/cerveau pour retrouver tout le programme de cette semaine spéciale. On vous remercie encore à nouveau pour votre participation, pour votre disponibilité. Quant à vous, on vous dit à bientôt pour d'autres événements. Merci beaucoup. À bientôt.